Et voilà, bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce webinaire Smart Automation. On est ravis de vous accueillir. Donc, je suis Pierre Skapski, c'est moi qui serai le modérateur aujourd'hui. Je vais juste commencer par dire un mot très rapide sur Tolson, l'organisateur de ce séminaire, de ce webinaire. Donc, on est un cabinet de conseil, on travaille dans les grands domaines que vous voyez à l'écran, les achats, les opérations, sustainability. Quelque chose de spécifique qui est qu'on anime des communautés d'industriels et notamment autour de l'industrie 4.0. On anime depuis 3 ans maintenant une communauté qui s'appelle Industrie 4.co qui réunit une vingtaine d'entreprises pour échanger, collaborer sur des sujets liés au déploiement de l'industrie 4.0 dans des usines en Europe. Vous voyez en orange les différents pays concernés. Et c'est ce qui nous réunit aujourd'hui parce que j'ai le plaisir d'être avec deux des membres actifs de la communauté Industrie 4.co, Olivier Boulet de Legrand et Jean-Pierre Hannon de Essilor Luxottica. Je vais vous laisser, messieurs, vous présenter l'un et l'autre. Olivier, si tu peux nous dire un mot sur ton parcours. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Olivier Boulet. Je suis en charge au sein de la business unit infrastructure électrique du groupe Legrand de projets d'organisation industrielle, dont la transformation industrie 4.0 pour la business unit. Après 15 ans sur des fonctions très opérationnelles sur plusieurs sites industriels en France et à l'étranger, dans la Sarthe, à Senlis-dans-l'Oise, à Strasbourg, en Pologne, à Zapkowice-Slonski. Je suis aujourd'hui basé à Antibes et je travaille depuis 7 ans au sein de la business unit infrastructure électrique sur des projets internationaux de transformation industrielle et je participe également à l'élaboration du plan industriel. Et Jean-Pierre pour Essilor. Et bonjour à tous, je suis vraiment très heureux de cette invitation, de cette organisation par Tolson. Je travaille donc pour Essilor Luxottica, je travaille à la Global Engineering dans les services centraux. Je suis directeur plan technologique en charge du Light Automation. Donc je m'occupe de plusieurs projets d'automation un peu partout dans le monde. Et j'ai été directeur d'usine pendant 10 ans à Porto Rico et plus récemment à Dijon. Un peu moins exotique Dijon que Porto Rico, mais il y avait des belles choses à Dijon. Alors, hop. Donc, pour planter le cadre un peu de la discussion aujourd'hui, là qu'on va avoir pendant une quarantaine de minutes, puis les questions-réponses, on a un peu ce modèle qu'on utilise dans nos échanges au sein de la communauté chez Tolson quand on parle d'industrie 4.0, qui est structuré autour de 3 grands piliers techniques. Donc, le premier en bleu, Digital Shop Floor, qui sont finalement toutes les solutions qu'on met entre les mains des opérateurs, des techniciens, des personnes sur le terrain. Donc, on est vraiment autour de l'aspect tout ce qui est tablette, écran et autres. Un deuxième pilier en orange qui est un peu le cœur battant quand on parle d'industrie 4.0, ce à quoi on pense en premier, qui est tout ce qui est la connectivité des équipements notamment et l'utilisation de la donnée derrière pour améliorer les process. Le troisième pilier, qui est celui dont on va parler aujourd'hui en gris, ce qu'on appelle Smart Automation, qui est toutes ces nouvelles formes d'automatisation. Et ça va être le sujet aujourd'hui de se dire finalement, on a des nouvelles technologies, mais au-delà des technologies, qu'est-ce qui change dans la manière de mettre de l'automatisation dans nos usines, dans ce qu'on peut faire et dans les bénéfices qu'on va chercher derrière. Et puis on a un dernier aspect qui est la partie verte, transformation, qui est plus la manière de conduire cette transformation, d'embarquer les équipes, de travailler sur la formation des gens et de déployer tout ça. Donc, comme je l'ai dit, le sujet du jour, c'est Smart Automation. Donc, pour commencer, de quoi on parle déjà quand on parle de Smart Automation, juste pour s'assurer qu'on a tous les mêmes choses en tête. Bon, l'idée simple, c'est la première chose à laquelle on pense, c'est un robot versus un cobo, et Smart Automation, c'est en général là où on met le cobo. Un cobo, donc en 2 mots, c'est un robot collaboratif qui peut fonctionner sans cage, à proximité des opérateurs, qui est fait pour être plus simple à programmer qu'un robot industriel classique, qui travaille moins vite aussi. Donc, ce qui veut dire que ça implique de penser à d'autres cas d'usage. Mais ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'au-delà de la technologie, ce qui est important quand on parle de Smart Automation, c'est surtout les bénéfices. C'est des installations qui sont plus légères, plus flexibles, versatiles, qu'on peut déplacer, qu'on peut réutiliser, qu'on peut en mode plug and play y mettre au besoin. Et ça implique aussi d'aller chercher des cas d'usage qui sont pas forcément aussi évidents que ce qu'on pourrait penser. Juste un autre mot pour dire, en général, dans les échanges avec les différents membres, et donc avec Olivier et Jean-Pierre aujourd'hui,
quand on parle Smart Automation, on met aussi dedans tout ce qui tourne autour des AGV, des AMR, donc l'automatisation de flux avec des petites navettes autonomes. Et on met aussi les Karakuri. Alors on y reviendra un peu plus tard, on expliquera pourquoi. C'est pas dans l'absolu, c'est pas vraiment 4.0, mais ça fait partie des choses qui en fait rentrent dans cette même logique d'une nouvelle approche de l'automatisation. Pour commencer, ce que je propose, c'est que à tour de rôle, Olivier puis Jean-Pierre présentent, quand on dit justement Smart Automation, d'abord Olivier chez Legrand, de quoi on parle pour planter le décor, de quoi on parle et comment est-ce qu'on fait ça chez vous. Donc Olivier, je te laisse la main. Oui, merci. Alors non, c'est l'autre slide précédent. Ouais, Ouais, pardon. Voilà. C'est pas grave. Non, non, c'est bon. Donc, d'abord, en fait, un point plutôt méthodologique de mise en œuvre. Donc, chez Legrand, on a travaillé finalement avec 2 étapes ou 2 grandes phases dans notre approche de mise en œuvre de la Smart Automation. Une première étape, plus d'apprentissage, où on s'est appuyé sur une logique de proof of concept, où finalement, on a exploré différents cas d'usage. On a eu des réussites. On a eu des difficultés, mais finalement, ce n'est pas non plus un problème, ce n'est pas grave de se tromper. Au contraire, dans cette phase-là, c'est aussi ce qui permet d'apprendre. Ce qui est également important dans cette première étape, c'est de bien réaliser des retours d'expérience et de partager en fait ces expériences avec les experts des différents sites pour justement bien identifier ce qui a bien marché, ce qui n'a pas bien marché et comment on peut faire mieux pour après. Et puis après, il y a une deuxième étape qu'on a déjà commencé et qui sera finalement une étape un petit peu plus longue et plus intense, dans laquelle on aura aussi quelque part une phase d'accélération où on va travailler sur une logique de copier-coller des cas d'usage qu'on aura identifiés, pour lesquels on voudra standardiser une solution de nos applications. Et donc cette deuxième étape, finalement, elle va nous permettre d'aller plus loin et plus vite sur le déploiement de cas de Smart Automation. Pour montrer un peu, si on prend un peu plus globalement où vous en êtes à l'heure actuelle chez Legrand. Oui, donc aujourd'hui, à ce jour, chez Legrand, on a entre 30 et 40 cobots qui sont installés sur 25 sites industriels dans le monde. On a fait assez peu de duplication, de logique de copier-coller. On en a quelques-unes malgré tout, mais on sait que c'est un des axes de développement importants pour les prochaines années. Donc, on le voit sur le graphique. L'idée, finalement, c'est de travailler sur des cas d'usage faciles à mettre en œuvre au départ, parce que c'est là qu'on va apprendre, c'est là qu'on va bien maîtriser la technologie. C'est là qu'on va faire aussi des cas qui vont fonctionner correctement. Et une fois qu'on a identifié les cas d'usage qu'on souhaite copier-coller et dupliquer, l'idée c'est d'aller en fait les copier-coller. Donc là, on le voit par exemple sur le premier cas d'usage que vous avez vu dans la vidéo sur Strasbourg, qui était un poste de chargement. Ce cas d'usage-là a déjà été dupliqué 4 fois en fait en Pologne sur une autre ligne de fabrication. Alors différemment, le site s'est approprié un petit peu différemment les éléments, mais malgré tout, on est bien dans une logique de copier-coller. Et maintenant, on va travailler pour essayer de standardiser un petit peu plus ces approches de copier-coller. Voilà, on va y revenir après justement sur le mode de déploiement. C'est ça. Alors, merci Olivier pour ce petit panorama de la cobotique chez Legrand. Jean-Pierre, on va passer dans le monde de l'optique, des verres et des lunettes, pour que tu nous dises un mot justement côté Essilor Luxottica. Pareil, même question. Light Automation chez vous, ça veut dire quoi et comment vous vous y prenez? Oui, je mets ma vidéo, je suis sur un téléphone, si elle est très pixelisée, tu me le dis, je la coupe. Non, ça fonctionne pour l'instant, donc c'est bon. Ok. Alors, je suis tout à fait en phase avec ce qu'Olivier nous explique. Même principe, cas d'usage, bien apprendre. Je rajouterai donner à voir. Et puis, quand on est sûr de nous, c'est copier-coller et en faire le plus possible. Maintenant, je me place au début de cette histoire, puisqu'on a commencé il y a 2 ans, et puis il y a eu le Covid. Donc, la difficulté, c'est de démarrer, c'est le premier pas. Et nous, dès le départ, on a dit, on veut que les cas d'usage partent du terrain, des pain points, que chaque site soit autonome, en tout cas ceux qui sont intéressés,
ils connaissent très bien leurs problèmes, leur donner les moyens donc d'y aller, quoi, de lancer le truc. Et donc l'enjeu, c'est comment mettre en mouvement tout ça sur des priorités faibles. Parce qu'au début d'une histoire comme celle-là, on ne met pas une priorité 1, et ce n'est pas le sujet de l'entreprise, ce n'est pas le sujet numéro 1. Donc c'est souvent quand on a le temps. Alors les idées, elles ne manquent pas, mais entre dire et faire, il y a la mer. Alors, qu'est-ce qu'on a fait pour mettre en mouvement? D'abord, s'appuyer sur l'amélioration continue. Il y a une vraie logique à s'inscrire dans l'amélioration continue. S'appuyer sur la rationalisation des flux. Pour nous, l'amélioration continue, c'est entre autres la rationalisation des flux, la simplification des flux par tous les moyens. Et c'est qu'une fois que les choses sont abouties, mûres, qu'on a bien travaillé son organisation, son usine, son atelier, qu'on peut commencer à regarder ce qu'on peut faire avec des cobots, avec des AGV. Et pour ça, on a décidé de construire la relation avec les architectes de l'amélioration continue, les décideurs. Très basique, on commence par des diagnostics, mais le problème très vite, je vous ai dit qu'on avait commencé il y a 2 ans, c'est que impossibilité de voyager, de se rendre sur les sites, et donc d'accompagner véritablement. Et donc on a dit, on va un peu précipiter les choses et mettre à disposition une plateforme. Alors chez nous, on appelle ça Light Automation, light comme léger, pas comme lumière. Et dans cette plateforme, on met en fait tous les outils à disposition pour que les gens puissent échanger et peut-être créer une scène d'émulation. Alors, premièrement, pour répondre à ta question, Pierre, chez nous, la light automation, il y a une définition, c'est des solutions du 4.0. Ce n'est pas sur le processus cœur, donc le process, on parle de process, de métier, donc on est à la marge de ça. C'est des opportunités inexplorées à l'interface avec ces processus. Aussi souvent qu'on peut, c'est un investissement bloqué. On dit qu'on donne un quota de 100 000. Pourquoi? Parce qu'on veut atteindre le plus de pays possible avec des main-d'œuvre pas forcément élevées. Et pour que ça passe au niveau ROI, il faut des cas, j'allais dire, simples et peu coûteux. Et le plus évolutif possible. Jean-Pierre, tu as peut-être juste intérêt à couper ta caméra parce que ça commence à bloquer et le son commence à devenir un peu mauvais. Voilà, essayons comme ça. Très bien. Merci. Donc, une fois que j'ai dit ça, vous voyez donc sur ce slide la première page, c'est une page Loomaps, sur un intranet, qui donc se trouve dans l'amélioration continue, dans notre système d'amélioration continue. On a créé un référentiel de transformation. Quand je dis on, c'est quelque chose qui existait, qui était préexistant, dans lequel on met tous les standards de tout ce qu'on fait, d'une usine, d'un laboratoire, de flux, des organisations. Et on s'est greffé dans ce standard, ce qui fait qu'on est vraiment dans une continuité. On l'anime de façon centralisée, donc c'est moi en l'occurrence qui l'anime en centrale, mais la coordination et la décision, elle est au niveau régional. Donc toute la coordination, la budgétisation, le choix des sujets, une fois qu'ils sont mûrs, de ce qu'on va copier-coller, se fait au niveau régional. La mentalité, c'est vraiment tester à apprendre. Olivier parlait de POC. Donc on va chercher à trouver la solution qui va bien. Et cette mentalité-là, ce n'est pas encore partout, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait des projets. Nos projets industriels, ils sont souvent ils sont imaginés au départ. On a un planning à 1 an ou plus. On a un cahier des charges et puis on espère que plus rien ne va changer. Voilà, c'est exactement l'inverse. On va tenter. Je sais qu'on reviendra là-dessus et que Olivier ou moi prenons des exemples. Et le but, c'est ça, c'est tenter des choses et voir comment s'y prendre avec un Kobo, avec un AGV ou avec d'autres outils. On a mis une boîte à outils à disposition. Alors, je prends un exemple actuel. On me demande de regarder si je peux faire un kit d'intégration, c'est-à-dire les basiques du Smart Automation pour les nouveaux arrivants, des gens qui veulent rentrer, mais qui ne savent pas très bien par où commencer. Et puis, le Graal, c'est le catalogue de solutions. Donc là, sur cette page, en haut à gauche, effectivement, voilà, il y a les catalogues de solutions dans lesquels les gens peuvent puiser.
qui inspire, qui nourrit et puis qui permet parfois tout simplement de faire un budget et de faire des choix. Alors, on va montrer justement une solution. Ce qui est intéressant, ce que tu présentes dans l'approche que vous avez eue chez Exilor, c'est finalement d'avoir combiné par le haut et par le bas. Par le bas, en encourageant des choses sur le terrain, en mettant les ressources, les outils à disposition, et par le haut, en inscrivant la Light Automation dans le référentiel de transformation qui en fait un standard. C'est très pragmatique. Hein. On a contacté le distributeur local MIR. C'est une collaboration pure. Je vous disais qu'on partait du terrain. Donc, partir du terrain, ça veut dire qu'on va vraiment s'appuyer sur les intégrateurs. Pour faire ce projet-là, il y a beaucoup de calculs. C'est-à-dire que c'est des tuyaux dans lesquels il faut passer. Donc, dimensionner le temps de parcours, le nombre d'arrêts, combien d'AGV, la vitesse à laquelle il faut se déplacer, mettre les sécurités qui vont bien, et puis tenir compte des aléas. Donc, beaucoup de calculs pour dimensionner. Et là, vraiment, c'est MIR qui nous a fait tout le boulot. Et juste pour commenter les leçons apprises, quelques-unes comme ça, anecdotiques peut-être. La première, c'est qu'il y a des gens, on l'a vu, qui croisent, qui prennent les mêmes flux, en fait. C'est des flux croisés. À chaque fois qu'un AGV croise une personne, qu'est-ce qu'il fait? Il s'arrête, il se met en sécurité. Donc, il a fallu donner la priorité à l'AGV ou à l'AMR. Et ça, c'est une règle qu'il a fallu, les couloirs sont étroits. La deuxième chose, à un moment donné, je vous ai montré, il y avait une bande Wi-Fi, renforcer le Wi-Fi. Il faut que les Wi-Fi soient au maximum de leur puissance. Troisièmement, surveiller l'état des sols. S'il y a c'est des usines qui ne sont pas toutes récentes. S'il y a un problème de sol, vous avez vite des soucis. Délimiter des zones de parking, on l'a vu, et définir des protocoles de sécurité. L'exemple typique, c'est une alarme feu, une alarme incendie. Qu'est-ce qu'on fait? Là, j'ai vu au milieu du couloir. Donc, on s'est beaucoup creusé la tête pour trouver les bonnes solutions. Et donc, pour conclure, le cas d'usage sur l'AMR, finalement, moi j'en vois deux, ce qu'on appelle la traction de chariot, cet exemple-là, et puis la tournée du laitier, c'est-à-dire on est dans un atelier qui est organisé en cellules et on fait le tour de cet atelier pour alimenter les machines. Donc, pour conclure sur mon troisième slide, Pierre, je voulais peut-être parler des cobots. Donc, les cas d'usage sur les cobots chez nous, c'est les travaux pénibles isolés. Un exemple, c'est une cabine de sablage avec un cobot. Des travaux monotâches répétitifs. Là-dedans, on fait du trempage, c'est de la teinture, de la gravure ou de l'essuyage. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y a encore plus simple. Parfois, le light automation, c'est ni un cobot ni un AGV. Et on a développé des petites machines. Le cas d'école, c'était... On a nos produits, on appelle ça des blancs ou des semi-finis. Ce sont comme des verres, mais épais. Et ils sont dans des boîtes. Donc, c'est sortir ces produits des boîtes automatiquement. On appelle ça un deboxer. Et on a fait une machine toute simple, toute bête, pas très chère, à haute cadence, avec des vérins, tout simplement. Et ça rentre dans le cadre de notre sujet d'aujourd'hui. Alors, tout ça, pour conclure, donc, ça ouvre des nouvelles possibilités qu'on n'a pas regardées pour les pays à bas coût. D'abord, dans les pays à bas coût, les CAPEX standards sont difficiles à justifier. On va en Inde, au Mexique, voire en Pologne. Les coûts de la main-d'œuvre sont super bas. Les CAPEX standards avec les solutions maison rentables en Europe, là, c'est beaucoup plus compliqué. Ou alors, il faut accepter d'avoir des ROI à 6 ans ou plus. Donc, il y a un terrain de jeu. Il faut une taille critique. Il faut que les usines soient... Là, on voit sur TGV, ça n'a aucun sens sur un site chez nous qui aurait 100 personnes. Il n'y aurait pas de gain de productivité. Le transport serait une tâche partagée, totalement diluée. Et on pourrait difficilement faire quelque chose. Après, il y a le problème d'accès à la main-d'œuvre qualifiée. Donc, en Chine, chez nous, par exemple, il y a ce problème de main-d'œuvre qualifiée, de turnover très élevé. Donc, ça permet des fois de traiter les problèmes et on pousse très fort vers l'automation pour ça. Et puis, la rationalisation est limitée par la complexité. Dans certaines usines, peut-être celles qu'on a délocalisées, on a mis toute la complexité. Et là, on rationalise, mais à un moment donné, on bloque. Il y a toujours la non-valeur ajoutée et on peut peut-être la traiter avec ce type d'automation. Ok. Voilà. Voilà, ça donne une première vision de ce que vous faites avec ces sujets-là.
On va couvrir, alors on a un peu déjà commencé à en parler, donc on va le couvrir assez rapidement. Quels sont les bénéfices, quoi, pourquoi des entreprises comme Legrand, comme Essilor-Luxottica investissent sur ces solutions. Euh, bon, il y en a trois grands qui sont un peu, vous avez un peu déjà défloré tous les deux, Olivier et Jean-Pierre, mais le premier, c'est la simplicité. Et comme tu l'as très bien dit, Jean-Pierre, avec ta vidéo, je vais vous montrer une vidéo bof. Et c'est souvent des cas d'usage qui sont simples, qui sont pas sexy, mais c'est là en fait où on trouve des choses où en fait il y a de la valeur qui est cachée, et deux, des cas d'usage qu'on est capable de faire déployer par les sites, qui sont suffisamment simples pour pouvoir se faire en bonne partie par le terrain. Et l'intérêt aussi de faire des choses simples, c'est de pouvoir aller rapidement et de pouvoir répondre rapidement à des problématiques assez simples, mais qu'on peut traiter. Le deuxième, c'est la flexibilité. C'est une conséquence directe du premier. C'est comme c'est simple, on peut assez facilement copier, coller, déplacer, améliorer. Tu l'as mentionné aussi, Olivier. On a fait le Kobo à Strasbourg. Au début, il devait juste charger et décharger. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il lui restait du temps, donc on pouvait aussi lui faire gérer les caisses. C'est un peu cette logique d'améliorer progressivement aussi. Et le troisième grand avantage que tu as mentionné, Jean-Pierre, c'est le fait qu'on va trouver des business cases qu'on n'aurait pas autrement. Et avec deux grands cas de figure qui sont soit, enfin les deux que tu as mentionnés, soit le fait des pays avec des faibles coûts de main-d'œuvre, où on a du mal à justifier des investissements au sens classique d'automatisation. Et le deuxième qui parle là pour le coup dans tous les pays en ce moment, c'est quand on est dans des endroits ou dans des situations de difficulté d'accès à la main-d'œuvre, où on voit, et nous on le voit aussi avec les clients avec qui on travaille, de plus en plus d'industriels qui s'interrogent à se dire, en fait, à force d'avoir du mal à trouver du monde, je dois m'interroger sur aller trouver ces solutions que je peux mettre en place rapidement, sans avoir besoin d'arrêter ma ligne potentiellement, ou en l'arrêtant un temps très très faible, et pouvoir répondre à cette problématique. Alors après, il y a tout un tas d'autres bénéfices aussi. On va pas tous les lister. Le fait que ce soit plus compact. Donc, on l'a vu Jean-Pierre aussi avec l'exemple en Thaïlande, l'usine est déjà assez dense, donc c'est compliqué de rajouter des choses qui soient trop grosses. Le fait que c'est du plug and play, donc si ça tombe en panne, je le débranche, j'en mets un autre et je gère la maintenance. J'ai pas ma ligne qui est arrêtée parce que ma machine en milieu de ligne est en panne. Le fait que les changements de gaz peuvent se faire assez vite, qu'on peut faire des changements de poste. Voilà, pas mal d'avantages. Je sais pas, Olivier, ou Olivier ou Jean-Pierre, je sais pas qui veut faire en premier. S'il y en a un ou deux, vous que vous retenez au-delà de ceux que je viens de lister, un des gros avantages que vous voyez dans ces solutions. Peut-être, du coup, pour commencer, c'est la partie simplicité parce que, en fait, pour moi, et c'est bien là, en fait, où on va créer une différence par rapport à de l'automatisation classique. Historiquement, précédemment, en fait, quand on faisait de l'automatisation, on pensait quelque chose d'assez gros, d'assez complexe, avec des hautes cadences. Ça prenait un certain temps en fait pour être étudié, pour être après mis en œuvre. Une fois que c'était fait, en général, c'était plutôt figé. C'était assez compliqué de le faire évoluer, de le faire bouger. Là, la cobotisation et la smart automation, telle qu'on l'a définie, c'est justement de prendre un peu le contre-pied de ça, de partir sur des choses beaucoup plus simples, parce que finalement, quand on fait plus simple, on va plus vite et on répond à une vraie problématique de réactivité qui est une criticité aujourd'hui sur nos sites. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Et puis, ça permet aussi, là, on l'a vécu cette année notamment avec la période Covid, avec des problématiques de capacité, assez vite de répondre à des problématiques d'augmentation de capacité, avec en France, mais aussi à l'étranger, des problèmes d'accès à la main-d'œuvre. Et comme tu le disais aussi, Pierre, dans les bénéfices, c'est d'aller sur des business cases qui sont pas forcément, en fait, qu'on n'aurait pas forcément pensé aussi. Par exemple, à Strasbourg, et on essaye maintenant d'avoir sur la plupart de nos sites un Kobo d'avance, toujours disponible. Et on a eu un problème qualité sur un produit à Strasbourg. Et on a utilisé le Kobo pour traiter ce problème qualité. Ça nous a permis de nous payer, entre guillemets, 2 nouveaux Kobos gratuitement. Parce que si on avait mis des gens pour traiter ce problème qualité, ça nous aurait coûté 2 fois, voire 3 fois plus que le Kobo nous a coûté. Donc là, on voit bien aussi l'intérêt finalement de traiter différemment en fait des cas d'usage qu'on pouvait, enfin des business cases qu'on a, et donc c'est une vraie nouvelle solution pour traiter ces cas-là. Jean-Pierre, côté Essilor, le grand bénéfice que tu retiens, toi. Jean-Pierre. Ah, je pense qu'on a un petit.
On a un souci Oui. technique avec Jean-Pierre. Je gère. Tu gères. On va continuer sans Jean-Pierre. Alors du coup pour le moment, on va passer sur un. Peut-être le message quand même était aussi d'aller, et c'est vrai qu'on l'a vu nous sur nos cas d'usage de Kobo, mais on le voit aussi sur les cas d'usage que Jean-Pierre a montré au départ, c'est d'aller sur des opérations en fait à faible valeur ajoutée pour les opérateurs et les opératrices, et de permettre de reconcentrer les opérateurs et les opératrices sur des opérations à forte valeur ajoutée. Donc ça permet finalement de sortir en fait sur des postes ce qui est à faible valeur ajoutée, un chargement, déchargement d'une ligne ou transporter un chariot d'un point A à un point B, c'est pas une forte valeur ajoutée pour un opérateur ou une opératrice. Et là, typiquement, on voit qu'on a des solutions maintenant technologiques qui permettent de faire les choses, enfin de les remplacer rapidement et simplement, et du coup de permettre aux opérateurs et aux opératrices de se reconcentrer sur des opérations à plus forte valeur ajoutée. C'est vrai que la règle un peu de base qu'on peut donner derrière ça, c'est à partir du moment où j'ai un opérateur qui est attaché à une machine pour faire une tâche unitaire ou deux tâches, plus qu'on sait plus, ça devient compliqué. Ça veut dire qu'il y a peut-être quelque chose à faire avec un Kobo ou avec ce type de solution. Et dans l'autre sens, ce que Jean-Pierre voulait dire aussi, on avait répété, c'est si j'ai un opérateur qui est en train de pousser quelque chose, de déplacer quelque chose, bah, ça vaut le coup de se poser la question d'un AGV, d'un AMR. La réponse sera pas forcément oui, mais c'est un peu les choses à regarder quand on est sur site. C'est ça. Alors, parlons un peu justement maintenant de comment on déploie cette Smart Automation. Alors, je vais dire quelques mots et ça recoupe avec ce que vous avez présenté l'un et l'autre. Si on parle des cobots, quand on fait le tour des industriels avec lesquels on travaille, quand on voit ce qui est en place, bah, on se rend compte que globalement, les cas d'usage, ça tourne autour de palettisation, packaging, chargement, déchargement de machines, du pick and place, aider à du contrôle qualité. Et on arrive finalement des tâches qui sont des tâches à valeur ajoutée. Elles arrivent assez bas dans la liste, d'aller visser, d'aller coller, d'aller percer. Et encore, on est sur des tâches à valeur ajoutée, mais assez simples. Mais globalement, ces premiers cas d'usage qui sont, comme on l'a déjà dit, c'est pas sexy, mais les cas d'usage qui fonctionnent, ils sont là. Au moins, les premiers cas d'usage qui fonctionnent, ils sont là. Après, quand on maîtrise mieux, on peut espérer aller plus loin, faire des choses plus compliquées. Mais sinon, c'est ceux-là et c'est ceux sur lesquels il faut s'interroger. Quand on va sur les AMR, on voit que c'est un petit peu plus compliqué. Jean-Pierre l'a dit, et je vois que Jean-Pierre, t'es de retour, j'espère que ça va fonctionner. C'est une question de flux. Dès que quelqu'un fait un mouvement, la question peut se poser, mais du coup, ça fait beaucoup de mouvements. Alors, on en a listé tout un tas de mouvements possibles. Se pose aussi la question, est-ce que je suis dans une zone de production, comme on l'a vu avec la vidéo de Jean-Pierre, où du coup j'ai du monde autour de mon véhicule, ou est-ce que je suis dans un no man's land type un entrepôt qui est adapté pour ce type d'engin et donc il tourne tout seul, sans personne autour, donc sans risque de sécurité. Et on voit du coup que il y a un peu plus encore de questions à se poser et il y a encore beaucoup d'industriels qui sont plus en train d'explorer, là où les gens ont bien avancé sur les cobots. Tout le monde est encore en train de se dire sur ces choses-là, on vient remplacer des bouts de personnes, donc où se trouve le ROI et comment l'atteindre. J'ai mentionné en début de présentation ce qu'on appelle low cost automation, le Karakuri. Ça paraît pas 4.0 pour le coup, on n'a pas de digital dedans, mais c'est aussi quelque chose qu'on a appris des différentes expériences qu'on a pu avoir avec les différents industriels avec qui on travaille. Et Olivier, vous l'avez vécu aussi dans certains cas chez Legrand. Ces solutions, que ce soit des cobots, des AMR, elles vivent pas toutes seules. Elles s'intègrent dans des usines qui sont déjà existantes depuis des années, avec des machines, avec des convoyeurs, avec tout un tas de choses en place. Et il faut trouver la manière de les intégrer tout en maîtrisant les coûts du projet, de pas monter dans des trucs extrêmement compliqués et avec des coûts qui vont s'envoler. Et c'est là où on voit que c'est en fait il y a un gros retour en force de ces petites choses toutes simples qui utilisent du gravitaire, mais on vient mettre un petit transfert gravitaire sur un AMR et ça permet assez facilement de récupérer une caisse et d'aller la décharger par ailleurs. C'est ce type de choses. Et ça, un dernier bénéfice, c'est que c'est des choses sur lesquelles on a des gens sur les sites qui ont les compétences, qui sont capables de faire par eux-mêmes. Et donc, on peut travailler sans avoir besoin de s'appuyer sur un engineering central, sur un intégrateur. On peut donner la main au site pour faire leur propre intégration de leur propre solution. Voilà un peu, on va dire, sur les grandes lignes de l'intégration. On va maintenant un peu, alors du coup, Olivier, je vais te donner la parole parce que Jean-Pierre a toujours l'air d'avoir des problèmes techniques.
Mais un peu, tu as montré où vous en êtes chez Legrand. Alors, c'est un processus qui est en cours. Vous êtes en plein dedans. Mais depuis que vous avez commencé, est-ce que vous en avez appris déjà pour le moment dans comment déployer la Smart Automation? Oui, donc ce que je disais précédemment, pour nous, l'apprentissage le plus important, finalement, c'est d'aborder ce type de projet-là non plus comme des projets d'automatisation classiques qu'on pouvait faire précédemment, mais vraiment d'essayer de trouver en fait des solutions simples dans l'esprit un peu Kaizen, de tester quelque chose, de voir si ça marche, de le compléter, de l'enrichir, de le modifier pour en permanence en fait améliorer en fait ce qu'on va mettre en place. Si on fait une automatisation classique, avec des cages, avec des convoyeurs, avec plein de choses assez compliquées. On pense aujourd'hui qu'on se trompe en faisant ça et que c'est plus en fait de la smart automation, c'est pas de la cobotisation. Ce qui est du coup aussi important par rapport à ce point-là, finalement, c'est d'aller chercher des compétences peut-être différentes de celles qu'on utilisait précédemment pour faire justement de l'automatisation classique. Pas forcément d'aller chercher, entre guillemets, des automaticiens avec leur culture d'automatisation classique, mais d'aller chercher plutôt des gens qui ont une logique de développement plus agile. La notion d'agilité dans ce qu'on appelle le code, hein, dans l'IT quelque part, d'avoir en fait cet esprit-là où au départ on va faire quelque chose de très simple et on va faire plein de petites itérations qu'on va multiplier et qui vont permettre d'enrichir la solution. Et en partant de quelque chose de simple, finalement on va avoir quelque chose de beaucoup plus abouti en fait à la fin et de beaucoup plus performant. Donc ça, c'était quelque chose qui est important aussi dans Ça, nos ouais, apprentissages. je pense que c'est un point très important sur lequel tu as beaucoup insisté, Olivier, quand on a préparé aujourd'hui. Mais c'est l'aspect, enfin, quand on faisait de l'automatisation classique, tu l'as dit tout à l'heure, c'était des cellules très complexes, des très hautes cadences, et il fallait que ce soit bon du premier coup et qu'on ait quelque chose qui marche bien, qui soit au top du premier coup. Et là, on part dans une autre logique qui est de dire, on commence simple, et petit à petit, comme tu l'as dit, bah, dans la même logique que dans l'esprit du code, on va itérer, et c'est exactement l'exemple que tu nous as montré avec Strasbourg. On fait tourner le Kobo, on se rend compte qu'il a du temps disponible. Tiens, qu'est-ce qu'on peut lui rajouter comme tâche? Et on vient l'améliorer petit à petit, complexifier, mais on fait plus par petites étapes. Complètement. Et dans cet esprit-là, si le projet il prend plus que 6 mois, on s'est trompé. Un projet d'industrie 4.0, pour moi, il doit être mis en œuvre en moins de 6 mois. Si on a besoin de plus de temps, c'est qu'on a fait quelque chose de trop compliqué. Après, un autre élément également important, c'est que les gens de production, alors Jean-Pierre l'a très bien dit au départ, et c'est important de s'appuyer sur les gens de production parce que ces solutions-là et ce travail-là doit partir du terrain et ça doit apporter du service et ça doit apporter en fait de l'amélioration pour les gens qui sont dans les usines et qui sont sur les machines. Donc, il faut absolument que du coup, ces personnes-là soient au départ des initiatives et au fur et à mesure qu'elles prennent en fait ces solutions proposées comme des vraies réponses en fait à des problématiques qu'ils rencontrent tous les jours et qui soient convaincus aussi de la mise en œuvre simple de petits automatisations comme ça. Donc en synthèse, du coup pour le grand, pour nous la smart automation c'est un esprit Kaizen et un développement agile en fait qu'on va associer pour être vraiment rapide et efficace en termes de mise en œuvre. Alors, merci Olivier pour le grand, c'est une bonne synthèse. Est-ce qu'on va réussir à avoir les leçons et la vision d'Essilor? Jean-Pierre, est-ce que tu es avec nous? Écoute, oui, je pense que le son est bon. Eh bien, en plus, le son est très bon, figure-toi. Alors, Alors, à louper quelques morceaux, on en est dans depuis que vous avez commencé, tu as dit il y a 2 ans, dans votre cas, vraiment, ça a vraiment démarré. Qu'est-ce que vous avez appris en termes de déploiement? Qu'est-ce que vous avez retenu comme leçon? oui. Qu'est-ce qu'on a retenu comme leçon? Eh bien, plusieurs choses. La première, ce que je voulais dire, c'était que toute cette simplicité dont Olivier et moi vous parlons, en fait, ça ne donne pas forcément envie. Et puis, quand on commence à avoir des cellules robotisées et de la technologie et qu'on arrive avec un Kobo ou un AMR,
souvent, les gens ne sont quand même pas super intéressés. À moins de leur amener la solution sur un plateau, mais c'est pas encore le cas. Alors, souvent, ce que je dis, c'est que il faut recentrer l'église au milieu du village. Le collaboratif permet de recentrer sur les fortes valeurs ajoutées. Et puis, on pourrait dire, c'est éviter que les opérateurs qualifiés perdent 20% de leur temps à pousser des trucs ou à déplacer des trucs. C'est un peu, voilà, c'est un peu extrême, mais je suis dans une usine là, aujourd'hui à Provins, et c'est exactement ça. On est en train de regarder un poste d'expédition et la personne, voilà, doit faire du kitting, elle a plein de choses à faire, mais au final, elle fait aussi en même temps de la surveillance des cellules robotisées qui sont juste à côté. En même temps, elle formait une personne qui vient d'arriver à un autre poste. Elle a des écrans un peu partout. Elle est en situation de charge mentale. On connaît bien ces sujets en usine. Donc, si on peut enlever ces 20% de trucs en trop, ben, on a attaqué encore la valeur ajoutée et finalement, on s'en sort bien. Alors après, j'ai dit que quand la logique de la mission continue est difficile à tenir, comme dans les cas de grande complexité, ça peut être un atout. Et ça, on l'a bien compris. Euh, Olivier parlait d'état d'esprit, donc c'est plus qu'une technologie. C'est un état d'esprit, c'est une façon d'arriver en mode simple ou agile. Euh, En fait, quelqu'un me disait, c'est propice à des bouts de conception. C'est-à-dire quand on a envie d'aller vers un truc, on n'a pas une idée très claire, mais on prend le Kobo, on l'a mis dans un atelier de traitement sous vide, on devait sortir des verres de ce qu'on appelle un secteur ou un dôme. Il fallait les prendre un par un, c'est une géométrie un peu improbable, on touche le verre avec une ventouse, il faut le reprendre, il faut l'essuyer, c'est une salle blanche, enfin, bon, ben on y est allé, et on a testé, et par itération, par bout de conception, on a fini par trouver le bon concept. Donc, je ne sais pas si Olivier l'a dit, mais prenez un Kobo d'avance et faites votre Kaizen avec. Voilà, c'est ça l'état d'esprit. Alors, la cobotisation, c'est pour pas avoir, on a compris. Donc, reprenez les problèmes pas sexy. Quand on a fait la priorisation sur le dernier VSM des 10 sujets massifs, bah, il y a peut-être la petite case en bas à droite qui dit problème simple, qui rapporte pas énormément, mais si on les met tous bout à bout, et s'il y a encore une fois une grande déployabilité, c'est ça l'idée, hein. S'il y a une grande déployabilité et que les projets sont courts, comme Olivier l'explique, sont rapides, on a quand même une capacité de déployer des économies qui est prodigieuse. Et pour conclure, si la question c'est quoi la vision, j'ai envie de dire c'est d'élargir le périmètre réservé au cœur de métier. Je l'ai dit en introduction, le cœur de métier, c'est le process, c'est les expertises engineering. C'est là où on concentre tout notre savoir, toute notre technologie. Mais voilà, et on vient de voir, on comprend, je l'espère, que ce périmètre, on peut encore l'élargir. Bon, ça, je pense qu'on a bien, ça fait une bonne transition. C'est-à-dire, on est parti des technologies. On a dit les cobots, les AGV, ensuite les AMR, et ça a amené en fait à réinterroger l'automatisation, parler de smart automation qui vient en complément. C'est pas un remplacement. Tu l'as bien dit, Jean-Pierre. Il y a des choses qui sont cœur de process. Pour l'instant, on n'y touche pas avec ces nouvelles formes d'automatisation. Peut-être que ça viendra, mais en tout cas, pour l'instant, on traite plutôt ce qui est en périphérie. Mais ce qui est important, et vous l'avez tous les deux dit, c'est que c'est pas tant une question de technologie, c'est vraiment une question de manière d'approcher l'automatisation, d'esprit qu'on a derrière. On a utilisé le mot Kaizen plusieurs fois. C'est la même logique, c'est trouver des petites améliorations. Et tu l'as dit, Jean-Pierre, quoi. Vous prenez une petite case en bas du VSM. C'est la définition de Kaizen à l'origine, analyser pour rendre meilleur, mais c'est la même chose. C'est trouver des endroits où on a des gens qui font des tâches pas très sexy, pas forte valeur ajoutée, et se poser la question de ce qu'on peut en faire. Donc c'est un peu pour ça que, et c'est déjà le cas d'ailleurs, je crois, Olivier, chez Legrand d'ailleurs, vous parlez maintenant même plus de Smart Automation, mais je crois que vous parlez déjà de Lean Automation chez Legrand. On a dit Light Automation chez Essilor. Oui, tout à fait. Et donc, toi, Olivier, si je me trompe pas. Voilà, il y a quelques années, on avait identifié ce pilier-là comme étant le pilier de la Smart Automation et on l'a rebaptisé Lean Automation en début d'année dernière parce que c'est ça, c'est l'esprit en fait du Kaizen et de l'amélioration continue qu'on veut garder aussi. Et de faire simple. En fait, dans le terme Lean aussi, c'est la notion de faire simple, c'est-à-dire faire juste ce qu'il faut pour que ce soit efficace en train.
Exactement. Alors, je ne sais pas si on a des questions qui nous sont. Il nous reste une dizaine de minutes. Alors moi, je vois pas de questions dans le chat pour le moment, donc je sais pas si on en a qui vont arriver. Si on n'en a pas pour le moment, je vais en profiter pour entre guillemets faire un peu ma pub, mais je vais vous demander aussi juste Olivier et Jean-Pierre, comme je l'ai dit au début, on est là aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de se rencontrer dans la communauté qu'on anime au sein de Tolson, Industrie 4.co, pour faire échanger les industriels entre eux. Peut-être que vous pouvez dire un mot justement dans cette même logique en fait de nouvel esprit d'automatisation, ce que ça apporte d'avoir ces échanges réguliers avec d'autres industriels et de voir ce qui se passe ailleurs dans des secteurs d'activité qui n'ont rien à voir entre eux. Entre Legrand et Silor Luxottica, il n'y a pas énormément de choses à partager. Je sais pas, Olivier, si tu veux commencer. Ouais, non, enfin, pour moi, et c'est ce que j'ai mis dans le premier message du premier slide, c'est la notion de partage. C'est finalement dans ce genre de démarche et de nouvelles technologies qu'on intègre, là où on progresse et là où on devient meilleur, c'est en partageant, en échangeant sur des cas d'usage, sur des difficultés qu'on rencontre, etc. Et donc, c'est clair que le travail avec vous nous permet vraiment d'avoir cette logique de partage-là. Et puis après aussi d'avoir en fait une vue globale, parce qu'en fait on est sur des fonctions, nous, plutôt assez transversales, on n'est pas de manière très opérationnelle sur les sites. Et donc ça permet aussi finalement d'avoir cette vue globale et d'essayer d'orienter finalement la réflexion et la manière de travailler dans nos entreprises pour réussir à mettre en œuvre en fait ces projets-là. Jean-Pierre. Eh bien, c'était la question surprise de Pierre. Eh oui. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais dire, mais en 2 minutes, s'il fallait faire des choix, la première, c'est que très sincèrement, c'est très agréable de travailler avec vous, Tolson, et ça compte. Deuxièmement, je crois que vous m'aviez dit il y a 2 ans, première qualité, c'est d'arriver à faire travailler des gens ensemble sur des sujets un peu nouveaux ou un peu disruptifs. Donc c'est exactement ça. Je rebondis sur ce que disait Olivier. Et cette capacité à travailler ensemble, en fait, on a abordé des problématiques ensemble. Et finalement, je pense qu'on a gagné du temps à la réflexion. On a éliminé les mauvaises pistes et on a compris sur quoi on pouvait se focaliser, se concentrer. Et on a regardé tous les aspects des cas d'usage jusqu'aux approches, jusqu'à la transformation, donc du terrain jusqu'au système un peu global. Okay. Voilà ce que j'ai envie de dire. Et puis, la possibilité de visiter quand même un certain nombre de sites, de nous ouvrir des portes, de donner accès à des gens que vous avez repérés et qui sont experts dans leur domaine. Ça, c'est quand même quelque chose qui est rare et difficile à atteindre. Alors, je vais prendre les questions du coup. J'en ai une première qui est en charge de ces nouveaux projets d'automatisation? Est-ce que ce sont les mêmes équipes que des projets d'automatisation plus classiques? Messieurs, lequel de vous deux veut répondre en premier? Jean-Pierre, peut-être? La réponse est simple, hein, je l'ai dit, en général, non. Donc, ce qu'on s'est dit, on a un peu modélisé le truc. Tant que c'est simple, c'est très bottom-up. Juste s'assurer que c'est standard, que c'est fortement déployable. Mais sur des sujets un petit peu plus difficiles à craquer, à ce moment-là, on peut ouvrir un projet, rentrer dans la méthodologie projet traditionnelle, projet industriel, en mettant des ressources, par exemple l'engineering. Mais j'ai pas de ratio en tête, mais c'est peut-être 1 pour 10. Et toi, Olivier, tu disais chez Legrand. On a finalement les deux. On a des gens historiquement en fait qui faisaient de l'automatisation, qui portent un certain nombre de projets. Et puis on a aussi, on s'appuie de plus en plus sur, on va dire, la nouvelle génération d'ingénieurs qui arrivent et pour lesquels en fait ça permet aussi de rendre nos entreprises plus attractives. Parce que finalement, on leur confie des projets qui sont quand même assez ambitieux, qui ont du sens, qui sont basés sur des nouvelles technologies. Et on se rend compte que ces nouvelles générations, ces jeunes qui arrivent dans nos entreprises, réussissent
à vraiment s'approprier et avoir cet esprit agile de développement pour faire des choses rapidement et mettre en œuvre rapidement des choses assez simples. Donc, ils n'ont pas tout l'historique et tout le backup qu'un automaticien ou que quelqu'un qui a beaucoup d'ancienneté pourrait avoir, mais grâce à ça, ils arrivent avec un raisonnement complètement différent. Et honnêtement, aujourd'hui, là où on a fait des vraies percées sur les sujets d'industrie 4.0, de manière très large, pas que sur la smart automation, je pense notamment à la réalité augmentée aussi, c'est à chaque fois qu'on s'est appuyé sur des nouvelles générations d'ingénieurs qui sont rentrés dans nos entreprises. Et alors, Olivier, du coup, je vais te laisser la parole. Une autre question qui est qu'on n'a pas évoqué l'aspect maintenance dans ce qu'on a présenté. Est-ce que la question qui est posée par Alain, c'est le fait de donner la main au site, est-ce que ça pose pas des problèmes au niveau des compétences locales, de pas mutualiser, notamment sur la maintenance? Non, parce que finalement, c'est une technologie et une machine en fait nouvelle qu'il faut qu'ils s'approprient simplement. Donc, ça a pas il n'y a pas plus que ça de besoin en fait au niveau maintenance de mutualiser plus. En général, quand même, c'est des technologies et des systèmes qui sont beaucoup plus simples à maîtriser. Aujourd'hui, les équipes de maintenance, elles sont plutôt à ne pas forcément vouloir aller les voir en disant c'est nouveau, je ne connais pas, etc. Et alors que finalement, c'est souvent plus simple à maîtriser que des process classiques d'automatisation. Jean-Pierre, côté Essilor, le sujet maintenance, est-ce que ça pose des problèmes d'avoir les sites qui font en partie par eux-mêmes ou non, vous avez réussi à… Écoute, c'est un peu tout ça est un peu en mouvement. Je pourrais dire que ceux qui ont démarré en premier, qui ont peut-être, je prends l'exemple de l'Asie, qui sont à la 2e année, c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ont décidé, ils vont vers une structuration. Donc, concrètement, c'est un ingénieur automaticien très jeune, je n'avais pas réalisé, qui devrait arriver en Asie et qui serait un peu l'élément moteur de tout ça. Et puis, pour les autres qui sont moins en avance, ils s'appuient beaucoup sur des expertises externes, donc des intégrateurs. Et on a vraiment commencé comme ça. Donc j'ai envie de dire qu'on a commencé avec des intégrateurs, mais quand on arrive à une certaine maturité, c'est quand même plus facile de concevoir les solutions soi-même, d'aller un petit peu plus loin que le cahier des charges. Et beaucoup de gens me disent il faudrait qu'on puisse commencer à recruter un peu et avoir des spécialistes un peu dédiés à ça localement. Donc ça reste régional. On est parti du local et on régionalise. Et puis, troisième point, c'est que, je t'en avais parlé, Pierre, on se pose la question, on est en train de réfléchir à plus tard dans la continue si on ne peut pas mettre en place une équipe volante, c'est-à-dire 2 ou 3 personnes. Encore une fois, je réalise que ce sont des gens jeunes. Et ça fait écho à ce qu'Olivier dit. Et qui pourraient se déplacer, pas sur tous les sites, mais au moins un site par région, et un peu montrer l'exemple, insuffler, inspirer et donner la méthode en fait. Ouais, alors, voilà. Je vais le redire, Jean-Pierre, le son est de nouveau assez saccadé chez toi. Mais effectivement, cette idée peut-être de créer une équipe volante avec des gens qui feraient un peu le tour des sites pour aider les sites à identifier leur cas d'usage, à aider les gens à comprendre comment les mettre en œuvre, les aider dans la mise en œuvre. Alors, juste pour compléter, je pense que la clé, elle est quand même, plus on aura des solutions, je parle plus là de nos industriels fournisseurs de ces solutions de nouvelles technologies Industrie 4.0, plus on aura des solutions simples et fiables et faciles à maîtriser, à mettre en œuvre, plus c'est facile du coup pour les équipes locales de se les approprier. Ça aussi, on s'en est rendu compte dans d'autres cas d'Industrie 4.0. À chaque fois que la solution est très simple technologiquement, elle est très facile à maîtriser par les équipes. Donc c'est aussi un élément important en fait à prendre en compte. Ouais, je pense que c'est un point très important que tu mentionnes, Olivier, c'est que les équipes locales puissent se l'approprier et puissent, parce que vous avez beau avoir des sites, des lignes de production qui peuvent faire les mêmes produits, elles ont toujours un peu évolué différemment et tu peux pas avoir un standard qui va s'imposer tel quel sans être un petit peu corrigé à la marge, à droite, à gauche, pour s'adapter à la réalité des différents terrains.
Et effectivement, avoir quelque chose qui est suffisamment simple pour que les gens puissent prendre une solution qui a été inventée ailleurs, la mettre chez eux, faire les quelques modifications qu'il faut pour que ça aille chez eux, c'est la manière aussi d'avancer. Complètement, et c'est d'autant plus, ça fait vraiment écho aussi en fait à ce qu'on observe dans les nouvelles technologies en dehors de l'industrie. Finalement, les nouvelles technologies qui percent en dehors de l'industrie, c'est les nouvelles technologies qui sont intuitives, simples à utiliser par les utilisateurs, etc. Et il faut qu'on ait exactement le même esprit dans les industries. Voilà, et ben ça va être le mot de la fin, Olivier. C'est de faire simple, intuitif, et comme on l'a dit finalement, la low cost automation, c'est pas une histoire de technologie, c'est une histoire de manière d'aborder l'automatisation de manière plus simple, plus intuitive. Merci Olivier, merci Jean-Pierre d'avoir partagé avec nous aujourd'hui ce que vous faites l'un et l'autre chez Legrand et chez Essilor. Si on a d'autres questions qui arrivent, on y répondra dans le support qui sera diffusé. Et comme je l'ai dit, la vidéo sera diffusée en coupant ce que vous avez pu montrer de l'intérieur des usines de Legrand et d'Essilor. Merci à tous les deux. Merci aux personnes qui étaient avec nous aujourd'hui, qui ont participé à ce webinaire. Et puis à très vite à tout le monde. Bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.